Bonjour, bonjour à tous. Je suis chirurgienne, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire Règlement DORA à 1 an de l'entrée en vigueur. Êtes-vous prêts? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais commencer par présenter brièvement notre cabinet Juliet Sterwen. Alors, Juliet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. Nous accompagnons la transformation des organisations en combinant 25 expertises que vous voyez sur la slide. L'objectif étant de combiner différentes expertises pour créer un maximum de valeur pour nos clients, bien évidemment. JS est aujourd'hui un cabinet de 600 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2022, nous avons 30% de croissance. Nous sommes aussi reconnus sur le marché, je vais être très rapide là-dessus, mais juste quelques mots pour vous dire que nous sommes classés incontournables et excellents sur un bon nombre de nos expertises. Nous sommes depuis 5 ans BPI Excellence, qui est un label qui nous tient particulièrement à cœur parce que ce label récompense les entreprises qui ont un fort devenir de croissance. Nous sommes aussi labellisés EcoVadis depuis 3 ans. C'est un label qui évalue la manière dont nous nous comportons sur les enjeux RSE qui nous tiennent à cœur également. Cette année, nous sommes aussi très fiers puisque nous avons été élus première entreprise entre 600 et 1000 salariés par Happy at Work, classement qui dit que nos collaborateurs sont très heureux de travailler chez Juliet Sterwen. Nous investissons également beaucoup dans la recherche puisque 8% de nos chiffres d'affaires sont investis dans la recherche et développement. Vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, sur des différents canaux divers et variés, YouTube, LinkedIn, etc. Et vous voyez 400 parutions par an que nous publions. Nous animons aussi des comités scientifiques. Nous sommes fondateurs de France FinTech et fondateurs de l'incubateur de 50 Partners. Voilà, voici quelques mots pour présenter brièvement Juliet Sterwen. Je vais commencer aussi par un petit mode d'emploi sur la manière que nous allons fonctionner donc, lors de notre séance. Je vais interviewer nos invités autour de cette belle table ronde. Vous aurez la possibilité d'envoyer vos questions via le chat public. Et au regard du temps qui nous restera, je serai votre parole pour poser 2-3 questions donc, à nos invités sur les 10-15 minutes qui nous restera, s'il nous restera du temps, et parce que nous nous engageons à vous libérer à 10h pile. Alors, nous avons donc voulu parler de DORA ce matin. Pour nous accompagner, nous avons la chance d'accueillir Stéphane Saviou, donc, qui a un petit problème de connexion, mais il devrait y arriver très bientôt. Stéphane, qui est directeur des risques et du contrôle chez AXA Group Opérations. Donc, Stéphane est aussi sponsor du programme DORA au sein d'AXAGO, qui est le prestataire de services informatiques internes au service des entités du groupe AXA. Stéphane nous partagera son retour d'expérience sur justement le pilotage du programme DORA. Franck Baron, vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Fonds Finance, donc Fonds Finance qui est une filiale du groupe Société Générale. Fonds Finance est bien évidemment soumise à DORA en tant qu'établissement financier assujetti, mais Fonds Finance intervient également en tant que fournisseur de services informatiques ou services de Fonds Finance, mais également d'autres entités financières qui est dans le groupe Société Générale et également hors groupe. Vous nous parlerez notamment des impacts de DORA sur les aspects de la sécurité des systèmes d'information et peut-être d'un point de vue plus opérationnel, quelles ont été les actions entreprises par le département sécurité des systèmes d'information pour se conformer à DORA. Enfin, Charles Rosemont. Donc, Charles, tu es directeur au sein de Juliet Sterwen. Tu es spécialisé dans le pilotage donc, de programmes de conformité et tu interviens actuellement notamment chez l'un de nos clients sur le pilotage d'un programme de mise en conformité DORA. Voilà donc pour nos invités. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, on sait que le règlement DORA sera applicable à partir du 17 janvier 2025. Donc, contrairement à ce qu'on dit dans le titre, à l'époque, on a publié l'invitation. Maintenant, on est à 10 mois environ de la date d'application DORA. Le règlement vise à renforcer la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Il pose un cadre unifié
pour la gestion des risques liés aux technologies de l'information et la communication. D'un point de vue réglementaire, DORA, c'est un règlement qui est entré en vigueur le 16 janvier 2023 et accompagné d'une multitude de textes de normes techniques de niveau 2, donc RTS et ITS. D'ailleurs, un premier batch a été publié le 17 janvier 2024 et on attend le second pour le 17 juillet 2024. Bien évidemment, aucun des principes introduits par DORA n'est inédit. Donc, les notions abordées par DORA existent. Les établissements financiers confrontés aux risques accrus de cybersécurité, notamment au cours de la dernière décennie, ont déjà fortement renforcé la sécurité de leur système d'information. Néanmoins, l'impact DORA n'est pas neutre puisque les établissements financiers doivent quand même se lancer dans une transformation pour respecter l'ensemble des exigences imposées par le régulateur. Parce que au-delà de la seule maîtrise des risques, DORA vise la résilience opérationnelle numérique et ça change quand même pas mal de choses. Donc, dans ce cadre, on se pose deux questions. C'est d'abord, que doivent faire les établissements financiers et dans une plus large mesure les prestataires de services informatiques, que ce soit internes ou externes, et les DSI, pour anticiper les impacts et préparer sa mise en œuvre. Pour ceux qui se sont déjà lancés dans le programme, quels ont été ou quels sont les principaux chantiers, quels sont les enjeux et les challenges du programme de mise en conformité DORA? Voilà, ce sont les questions que nous allons aborder donc, avec nos invités. Pour commencer, justement, donc Charles, je pense que c'est important en fait qu'on y voit un peu plus clair dans les termes. On parle justement de résilience opérationnelle numérique dans DORA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait pour les établissements financiers? DORA, c'est avant tout 5 piliers. Le dispositif de gestion des risques liés aux TIC, la gestion et le reporting des incidents TIC et cybermenaces, les tests de résilience opérationnelle, la gestion des risques liés aux prestataires de services TIC et bien sûr le partage d'informations en matière. Maintenant, ce qui est important dans DORA, c'est très précisément les textes qui sont visés. Donc, là-dessus, Zaoji, une fois qu'on a identifié ces 5 piliers, la question c'est comment on va l'articuler, l'opérationnaliser. Avancer sur DORA, ce qui est important, c'est d'identifier avant tout vos prérequis. Identifier vos processus critiques importants, avoir à disposition ou au moins une base de référentiels liés à vos actifs TIC, avoir aussi un référentiel lié à vos fournisseurs de services et bien sûr avoir identifié vos différents process. Donc, l'opérationnel de DORA, c'est ça qui est important pour les personnes qui nous écoutent. C'est avant tout une question de gouvernance. 3 corps de métier que sont les risques, l'IT et bien sûr les services achats. Donc la mise en œuvre doit s'articuler au travers d'un programme et dans le cadre de cette mise en œuvre, ce qui est surtout important, c'est les démarches à suivre. Donc les démarches, elles sont en général tout assez classiques pour ces sujets réglementaires. C'est premièrement un gap analysis dans lequel en fait on regarde votre existant et les exigences de DORA. Ce qui est important, c'est de bien faire le lien entre les exigences DORA et les éléments que vous avez déjà à votre disposition. Bien connaître aussi l'articulation entre les différents textes DORA, entre le texte de niveau 1 et les différents RTS. À titre d'exemple, DORA sur l'article 9 du texte de niveau 1 a été précisé et complété au travers du RTS de premier niveau, au travers d'une vingtaine d'articles. Donc il est important de bien faire le lien entre l'articulation du texte de niveau 1 et les RTS pour pouvoir adresser ces sujets. Ensuite, un autre point qui est important, c'est également de bien définir les plans d'action, les plans de remédiation qui vont être associés à la mise en conformité de votre établissement. Clarifier les rôles et responsabilités sur ces différents plans et bien sûr, identifier les objectifs qui sont adressés. Et enfin, pour terminer, ce qui est très important, c'est d'identifier les dépendances au sein de votre entité. Et notamment l'articulation entre le groupe, votre structure,
pour bien situer les rôles et les responsabilités de chacun et qui doit fournir quoi à l'autre, de manière à avoir un target operating model qui soit clair et applicable pour tout le monde. Je te redonne la main, Sophie. Ok, merci Charles. Franck, vous êtes justement responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Fonds Finance. Donc, la sécurité est un contributeur clé pour Dora. J'imagine que vous n'avez pas attendu Dora pour mettre en place des mesures permettant de renforcer la sécurité de vos systèmes d'information. Vous intervenez également sur Dora. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le programme Dora mené au sein de Fonds Finance et puis peut-être aussi vos contributions d'un point de vue sécurité des systèmes d'information dans ce programme? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, déjà, je voulais revenir un petit peu sur la réglementation en elle-même. Ce n'est pas une nouveauté pour notre établissement, puisque nous étions déjà assujettis à l'arrêté de novembre 2014 et précédemment du CRBF 9702. C'est des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques. Ce dispositif législatif était déjà présent en France, déjà appliqué dans notre entreprise. Et Dora vient appuyer sur le risque IT. Le risque IT qui a globalement évolué, s'est transformé au fil des années avec évidemment une évolution du risque informatique, mais avant tout, et on en parle en premier lieu, le risque cyber, le dispositif risque sur lequel le RSSI est pour le coup très mobilisé. La réglementation vient poser un diagnostic, mais n'apporte pas de solution en tant que telle. Ce sont des textes et il faut ensuite interpréter et contextualiser à son propre environnement. Ce texte apporte aussi une évolution dans la réglementation, parce que c'est un règlement européen, donc il vise avant tout à harmoniser au niveau de l'Europe les pratiques. On verra ce que ça donnera, mais en France, on n'était pas forcément les derniers en termes de réglementation. Pour les entreprises qui suivaient globalement ce qui se faisait en France, Dora n'est pas une nouveauté, on va dire. Ce qui change dans ce que je disais, c'est la gouvernance avec un régulateur européen et puis un principe de sanction qui est mis en place avec une sanction qui peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Donc au niveau Fonds Finance, le dispositif qui a été mis en place est plutôt porté par le secrétaire général, par notre RPCA IT, en lien avec bien sûr le service juridique, il y a une grosse partie sur la revue des contrats avec nos partenaires, le RSSI, moi-même. Et dans mon équipe, j'ai aussi l'ITSCM, donc le RPCA IT, les plans de reprise d'activité IT en cas de crise. Côté secrétaire général, on a notre pendant, le RPCA métier. Et nous dépendons bien sûr d'un groupe, donc toutes les directives, les interprétations des textes sont faites par le groupe et doivent être ensuite appliquées dans l'entité. Alors, je pense que j'ai répondu à la première question. Et en matière de sécurité des systèmes d'information, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu justement les travaux qui ont été menés ou vos contributions sur ces sujets? Alors, en contribution, nous étions déjà depuis 2 ou 3 ans sur des grands programmes de montée du dispositif de protection cyber. Donc ça vient répondre bien sûr aux risques. Nous avions déjà mené des travaux sur nos third parties avec un axe en termes de risque prioritaire qui était les sociétés ou les interconnexions que nous pouvions avoir ou que nous avons avec des partenaires externes, donc une revue de l'ensemble de ces interconnexions et d'un point de vue technique, la revue complète des flux qui sont autorisés et la sécurisation de certains flux. Sur la partie résilience, nous avions déjà un dispositif d'exercisation opérationnelle et nous transformons un petit peu, nous
on augmente un petit peu le périmètre de ces exercices d'un point de vue technique, infrastructure, et on part dorénavant sur des exercices de reconstruction, ce qui est un petit peu différent et ce qui génère un petit peu de délai dans la fourniture de services à nos métiers. La reconstruction pouvant nécessiter plusieurs heures, plusieurs jours selon les systèmes que nous devrions remettre en place en cas de problème particulier. Ok. Stéphane, justement, vous êtes sponsor du programme DORA, donc côté Axago Coopération. Vous êtes lancé dans le programme DORA depuis l'été 2022. Est-ce que vous, voilà, pour côté AXA, est-ce que vous pouvez nous présenter les travaux que vous avez menés et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre trajectoire? Donc bonjour à tous, alors j'espère que vous m'entendez bien, j'ai eu quelques problèmes pour me connecter ce matin, désolé pour ça. Donc effectivement, le groupe AXA s'est lancé sur le sujet DORA dès fin 2022, été 2022, avec un programme groupe piloté par les risques opérationnels. Il a été décidé au sein du groupe AXA que le risque opérationnel allait prendre le lead effectivement sur le sujet. Et donc un sponsor a été identifié pour chaque entité. Donc je suis sponsor pour Group Operation. Un Group Operation, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'entité transversale du groupe AXA qui pilote tous les sujets technologiques au sens large. Et le groupe a défini un référentiel de travail, alors assez basique à la base, puisque c'était basé principalement sur le texte de niveau 1. Donc on a extrait le texte de niveau 1, mais au moins on avait mis dans un fichier Excel l'ensemble des exigences qui devaient s'appliquer à l'ensemble des entités. Il y a un travail qui a été fait effectivement avec la direction juridique pour essayer de définir un peu le pourtour des entités concernées par le sujet DORA, parce que dans des groupes pluridisciplinaires comme AXA, c'est un sujet, on fait de la banque, on fait de l'assurance, on fait aussi de l'asset management. Donc quelles sont les entités, quel pays, quelles sont les conditions effectivement d'éligibilité des entités à la réglementation DORA. Et on a mis une gouvernance de pilotage groupe, donc un comité de pilotage groupe, et chaque entité doit mettre effectivement un comité de pilotage et un comité opérationnel en place avec une équipe pluridisciplinaire. Le rôle du sponsor, comme traditionnel, c'est de s'assurer que l'équipe a les moyens, mais surtout connaît les objectifs à atteindre, et c'est une spécificité, je pense que je reviendrai plus tard, pour Group Operation, puisque Group Operation n'est pas directement soumis à la réglementation DORA, puisque nous ne sommes pas une entité financière, mais nous aidons les entités du groupe, effectivement, à assurer et assumer la conformité à DORA, et c'est tout le travail et la complexité que l'on a à traiter. Mais je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur les sujets de complexité de DORA. Oui, on va y revenir justement sur la complexité DORA. C'est vrai que, bon, on parlait DORA, ces 5 piliers. D'un point de vue texte, on a des centaines de pages de texte qui expliquent ce qu'un établissement financier doit mettre en œuvre. Franck, vous avez, comme vous avez dit, donc vous avez bien avancé dans votre programme. Avec le recul que vous avez maintenant, en fait, quels ont été les sujets DORA qui sont les plus complexes à gérer et pourquoi, en fait, au sein de Fonds Finance? D'un point de vue opérationnel, la première difficulté, c'est l'inventaire. L'inventaire des assets, les référentiels, pour pouvoir bien définir et bien scoper les exigences à appliquer. On a plusieurs niveaux d'assets à référencer et à qualifier. Un des éléments clés dans DORA, c'est l'inventaire des partenaires externes, ce qu'on appelle éthique, les fournisseurs de services, avec une qualification à faire qui doit se faire suivant des risques et suivant aussi les activités métiers. Il faut être en capacité d'identifier vos activités métiers vitales et critiques et de mapper dessus différents niveaux d'assets. Ça peut être des assets applicatifs, ça peut être des assets très techniques, ça peut être ce qu'on appelle plutôt des assets d'interconnexion, un sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans le cas d'un risque cyber, l'interconnexion, bien sûr, peut exposer votre SI interne. Alors, c'est vraiment le sujet, l'inventaire d'éthique qui pose problème, et la qualification qui va avec, parce que c'est pas parce que vous avez le nom d'un fournisseur, vous savez exactement ce sur quoi il intervient et sur quel process métier il peut avoir un impact. Ça, c'était vraiment un point qui a nécessité un petit peu de temps et un petit peu de réflexion. Stéphane, quel est votre point de vue sur ce sujet, en fait? Pour vous, quels
Quels ont été les sujets les plus complexes à gérer? Alors, je reprends ce que disait Franck, mais je n'irai pas plus en détail. Hein, c'est l'inventaire qui est vraiment un sujet qui pose question de par l'ampleur du sujet à traiter, c'est-à-dire le périmètre et la profondeur. C'est vraiment les deux dimensions que l'on a à gérer pour Dora. C'est quel est le périmètre, puis après quel est le niveau de granularité auquel on veut aller. Moi, ce qui me pose plus de problèmes vis-à-vis de Dora, mais c'est la structure du texte en lui-même, hein, qui est pas structuré par rapport à des process technologiques, IT, des référentiels connus du marché, TPT ou autres. Donc il y a toute une interprétation et toute une réorganisation du texte à faire pour qu'il soit cohérent dans sa compréhension. Des sujets apparaissent plusieurs fois dans différents articles, donc c'est vrai que ça ne facilite pas la lecture du texte. Il y a plusieurs sujets qui sont un peu nouveaux. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler d'activité, on a l'habitude de parler de processus, là on parle de fonction, donc il y a quand même un certain nombre de questions juridiques qui se posent sur qu'est-ce qu'une fonction. Et le dernier sujet en termes de complexité du texte en lui-même, c'est aussi de nouveau un terme qui revient souvent, donc on parle d'authenticité, et qui finalement s'appuie sur aucune norme du marché. On ne le retrouve pas dans les normes de sécurité. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de sujets à interpréter et qui posent des questions, et on n'a jamais une vision définitive. L'autre sujet qui pose beaucoup de questions, c'est le principe de proportionnalité, qui est suffisamment vague pour être utilisé simplement, mais qui est toujours, c'est toujours été un problème, c'est comment justifier l'utilisation du principe de proportionnalité. Quels sont les critères ou les articles qui sont éligibles à la proportionnalité. Donc il y a tout ce travail qui est à faire avec les juristes du groupe. Et en complément de ce qui a été identifié par Franck concernant l'inventaire, je me pose moi des questions sur le cadre du framework de risque tel qu'il est défini dans Dora, hein, puisque dans le framework de risque ICT, on met beaucoup de choses, en tout cas le régulateur met beaucoup de choses. On met même des problématiques de stratégie de résilience opérationnelle qui ne fait pas partie d'un framework de risque par défaut. Hein. Un framework de gestion de risque, c'est pour gérer les risques. Donc c'est comment on identifie, comment on quantifie, comment on suit et comment on monitore un risque. Là, effectivement, dans le framework des risques ICT, ils mettent énormément de documents qui ne sont pas forcément des documents que l'on attendrait dans un framework de gestion des risques. Et puis après, même si EIOPA nous avait permis, en tout cas pour l'assurance, d'avancer sur les sujets de la gestion des tiers, Dora remet un accent fort sur la gestion des tiers et notamment sur des clauses que l'on sait difficiles à obtenir de nos tiers. Toutes les problématiques d'exit, toutes les problématiques effectivement relatives à quelles sont les exigences aussi demain qui vont nous fournir concernant cette conformité. Donc le dernier point qui est un vrai sujet de préoccupation pour nous, c'est la partie tiers. Même si EIOPA de nouveau nous avait permis de franchir un pas, j'ai l'impression que là il y a quand même un pas complémentaire à franchir sur la dimension. Justement, au-delà de la complexité des sujets de fond que vous venez de partager, Dora, je pense, présente aussi de réels enjeux et challenges pour les établissements financiers. On en a plusieurs, on peut citer comprendre l'approche du régulateur, comme vous avez parlé, dans un environnement réglementaire qui n'est pas encore complètement stabilisé, parce qu'on attend encore d'autres normes. Il faut impliquer des bons interlocuteurs, vous en avez parlé, vous en avez cité quelques-uns. Il y a aussi identifié de nombreuses interdépendances, je pense, entre les différentes directions. Du coup, en fait, de votre fenêtre, de votre expérience, quels sont les plus grands enjeux que vous avez dû faire face, en fait, dans le cadre du programme de mise en conformité Dora? Stéphane, par exemple, en tant que sponsor du programme Dora chez Hexago, qu'est-ce que vous voulez Donc là, c'était spécifique à Group Operation, mais je pense que ça sera le cas pour tous les grands groupes sur la place. Alors, quand je dis grands groupes, c'est les groupes qui ont la complexité, qui ont décidé souvent d'avoir des tiers internes, puisque c'est le choix d'AXA, mais c'est la même chose chez BNPP, où tous les Sociétés Générales, tous les grands acteurs de la place ont souvent des tiers internes qui sont en charge de la technologie. Donc pour ces tiers internes, c'est effectivement qu'est-ce qui incombe à ce partenaire interne en termes de réglementation à mettre en œuvre, puisque le texte est assez explicite sur ce que l'on attend des entités financières, mais finalement très peu explicite sur ce que l'on attend d'un tiers à part la relation contractuelle. La complexité aussi pour une entité comme Group Operation, c'est de gérer
la maturité, je dirais, et la complexité de différentes entités. On a 14 entités qui sont soumises à DORA, des entités de niveau 1, et elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité, tout le même niveau de complexité à gérer. Donc ça, c'est un vrai challenge pour Groupe Opération de fournir des solutions qui soient pragmatiques, mais en même temps qui atteignent les objectifs. Et aussi le challenge qui reste toujours à adresser, hein, je ne suis pas très content de ce que l'on a fait pour l'instant sur ce sujet-là, c'est finalement quels sont nos grands principes de conformité que l'on va mettre en place, qui permettent, si demain on a un audit d'un régulateur, enfin une visite d'un des régulateurs, comment on va lui expliquer effectivement les principes qui ont été pris en compte par AXA, mais en tout cas AXA Group Opération, qui finalement peut expliquer en tout cas toutes les décisions de faire ou de ne pas faire, parce que je pense que DORA soulève un certain nombre de sujets et d'exigences réglementaires, en tout cas d'exigences techniques que l'on sait peu atteignables, hein, le NAC, Network Access Control. On sait qu'aujourd'hui sur le marché, hein, c'est un sujet qui est très très peu mature et on veut le mettre en place en 1 an, ou tous les sujets de chiffrement du réseau, au niveau du réseau, qui est un sujet aussi très complexe, et on peut se poser des questions, effectivement, est-ce que les entités de la place doivent appliquer des sujets sans se poser des questions en termes de risque? Est-ce que ça fait sens de couvrir, en plus de tous les sujets de contrôle, de protection que l'on a mis en place, de rajouter du NAC, de rajouter du chiffrement sur le réseau? C'est quand même des questions qu'on en a au sein du groupe, en tout cas au sein du groupe Opération, parce qu'effectivement les coûts de mise en œuvre et de complexité vont apporter d'autres risques en termes de gestion opérationnelle de ces sujets. Voilà les 3 grands problèmes qu'on rencontre. Franck, quel est votre avis sur le sujet? Alors, je rejoins pleinement la position de Stéphane. L'interprétation et la contextualisation des règles DORA, c'est un vrai challenge. Il faut vraiment structurer l'analyse, argumenter de manière cohérente entre les différents textes pour arriver à prendre les bonnes décisions. Ceci nous amène globalement à délimiter un périmètre, et ça aussi c'est extrêmement structurant parce que sinon tout est à risque. Finalement, on va intervenir et on va mettre en place des dispositifs sur des périmètres extrêmement larges et ça sera non atteignable. Voilà. Et le 3e point structurant, c'est le planning, puisqu'il reste effectivement moins d'1 an et c'est un délai très court quand il faut retravailler l'ensemble d'un système d'information dans des grands groupes. C'est pas une mince affaire. Merci Franck. Alors dans les échanges qu'on a avec nos clients, également nos prospects, on se rend compte en fait qu'un certain nombre d'établissements, notamment les groupes bancaires ou d'assurance de la place, ont effectivement déjà lancé dans le sujet DORA, sont constitués déjà des équipes projets qui travaillent dessus, comme vous. D'autres qui commencent à travailler sur le sujet, et puis un certain nombre aussi qui attendent d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il faut faire. Vous qui avez bien avancé dans le programme DORA, donc quels conseils ou même recommandations que vous donneriez à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui si en fait demain ils doivent se lancer dans le programme de mise en conformité DORA? Stéphane? Donc pour revenir sur des points que j'ai déjà abordés, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la complexité des rôles et responsabilités des différents intervenants internes sur DORA. De nouveau, hein, les entités sont soumises à la réglementation, il peut y avoir des tiers internes qui ont eux-mêmes des relations avec des tiers externes, les entités peuvent avoir elles-mêmes des relations avec les tiers externes, et donc il y a toute une chaîne de rôles et responsabilités sur la conformité DORA, et je pense que c'est vraiment un sujet à anticiper et adresser rapidement pour éviter à la fin que janvier 2025, tout le monde se pose la question, mais finalement, qui devait être en conformité et qui apporte quoi sur la chaîne de conformité aux entités qui sont, elles, soumises à la réglementation. Même si ça paraît basique, mais je pense que c'est important de le rappeler, hein, et du fait de la transversalité et de la complexité de DORA, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le sponsorship, hein, on parle d'autant plus que je suis en groupe Opération, mais du fait, et comme l'avait rappelé Franck en introduction, hein, les piliers couvrent aussi bien la sécurité, les achats, couvrent la partie juridique, le risk management, les opérations. Donc c'est important qu'effectivement le sponsor puisse supporter les entités. Il y a un accès direct au COMEX. Hein. Je pense que vu le niveau d'investissement, même s'il n'y a pas grand-chose de nouveau, comme soulignait Franck, mais je pense que c'est
le périmètre couvert et la granularité qui est vraiment différent avec Dora hein, sur certains, notamment sur l'inventaire. On a vraiment besoin d'un sponsorship du COMEX pour être sûr qu'on ait les bons investissements et surtout qu'on prenne les bonnes décisions hein, sur ce qui doit être couvert et comment l'entité veut le couvrir. Et aussi avoir des principes de conformité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est important de se dire effectivement en fonction de ce qui est attendu par la réglementation, quels sont les principes que l'on veut appliquer, qu'est-ce qu'on veut faire en priorité, je pense qu'on n'aura personne sur la planète, peut-être je m'avance, mais ne pourra être conforme à janvier 2025 tel que l'entend le texte, hein, puisqu'on a quand même des RTS qui vont être encore émises en version finale à juin, voire même septembre 2024. Mais c'est vraiment d'avoir des principes structurants, d'identifier effectivement les ambitions et de temps en temps, lorsqu'il y a des choix ou d'application du principe de proportionnalité, faire des analyses de risque hein, pour être capable de justifier effectivement pourquoi des décisions ont été prises ou des choix ont été faits. Et pour information, il y a un audit hein, qui est en cours au sein d'AXA hein, sur le programme et je pense que c'est une bonne initiative, même si c'est parfois pénible pour les équipes opérationnelles. Je pense que c'est bien d'avoir un œil externe aussi assez rapidement dans la mise en conformité pour être sûr que vous ayez une approche logique et suffisamment explicite de la réglementation. Et donc, je recommanderais de ne pas tarder aussi hein, d'avoir l'audit interne et qui peut vous apporter, excusez-moi, une vue externe sur la manière par laquelle vous adressez le sujet. Franck, êtes-vous en phase avec Stéphane? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Hein. Il ne faut pas traiter Dora comme un sujet technique, même si on parle d'IT. C'est un sujet transversal. Il faut un sponsor de haut niveau, c'est une évidence. Confier ça à une DSI, voire un RSSI qui va se débrouiller tout seul pour répondre à Dora, ça ne marche pas. On oublie cette approche. Et je dirais d'un point de vue opérationnel, hein, cette fois-ci, si je voulais donner quelques conseils sur l'activité de gestion d'incidents et de réponse à incidents, finalement, mettez-vous dans une situation où vous êtes à risque, le risque est là, et vous devez reconstruire une partie de votre système d'information, et faites-le vraiment. Typiquement, pour ceux qui ont un Active Directory dans leur système d'information, faites un exercice de reconstruction d'un Active Directory. Ce n'est pas préparé, faites-le quand même. Ça va permettre à l'ensemble des équipes de comprendre aussi la complexité d'un tel exercice s'il n'est pas préparé. Et je dirais un deuxième exercice qui est intéressant aussi à faire, c'est de vous mettre dans une situation où vous avez un partenaire qui devient à risque avéré, donc un partenaire qui a été attaqué, qui est défaillant, peu importe. Et mettez-vous dans une situation où vous devez couper tous les liens avec ce partenaire en termes de fonctionnement et vous le testez. Et vous évaluez le temps qu'il vous faut pour couper les liens avec ce partenaire. Voilà. C'est des choses, quand on parle d'exercisation, de reconstruction, sur lesquelles on travaille. Et en finance, on fait des exercices là-dessus depuis même plusieurs années. Typiquement, la coupure d'un partenaire, c'est quelque chose qu'on arrive à faire en moins d'1 heure. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on passe aux séances questions-réponses. Dans nos discussions avec nos clients, on a aussi cette question qui est revenue assez souvent du fait justement de la transversalité de Dora. On a souvent des questions sur l'ownership du programme ou d'un projet mis en conformité Dora. Donc, par exemple, chez Axago, Stéphane, tu parlais, voilà, c'est les risques qui ont été le honneur du programme. Côté fonds finance, Franck, vous parlez de secrétariat général. D'autres nous parlent aussi de la conformité. Donc, alors, comment vous avez déterminé l'ownership de Dora chez vous, Stéphane, chez Axago? Comment ça a été décidé? Alors, ça a été décidé au niveau du groupe. Hein. Le groupe a décidé effectivement que les risques opérationnels allaient prendre le lead sur le sujet, peut-être du fait que les risques sont une entité, sont des équipes très transversales. Et c'est vrai que le mot risque apparaît un peu partout dans Dora. Et là, je donnerai un point de vue uniquement personnel. Mais Dora reste quand même un sujet
opérationnelle. On est bien sur la résilience opérationnelle des entités qui doivent démontrer aux régulateurs qu'elles sont résilientes. Donc moi, je prendrais quand même plutôt une équipe opérationnelle qui, en termes de prise de lead sur le sujet, plutôt la sécurité. Et en plus, parfois, lorsque le risque prend le lead sur des programmes, ce qui est un peu le cas chez AXA, il y a cette ambiguïté sur le rôle d'une seconde ligne de défense, sur la direction de programme. Donc finalement, lorsqu'on parle à la direction de programme, lorsque c'est le risque opérationnel qui prend le lead, il y a toujours ce côté un peu schizophrène de se poser la question, est-ce que c'est une seconde ligne de défense qui répond, est-ce que c'est la direction de programme? Et la direction de programme doit donner des directives claires et doit définir ce que le groupe doit faire. C'est toujours un peu le challenge lorsqu'on est une seconde ligne de défense. Donc voilà, je prendrais quand même plutôt une équipe opérationnelle a posteriori, mais de nouveau, comme point de vue, c'est pas le point de vue qui a été pris par AXA et qui fonctionne, hein, même si ça peut apporter des questions, ça fonctionne. Mais je préconiserais quand même plutôt la sécurité, d'autant plus qu'au sein du groupe AXA, la sécurité a la partie résilience, donc on est bien sur la sécurité du système d'information, la résilience opérationnelle, la sécurité physique. Donc c'est vrai quand même c'est une grande partie, ils sont impliqués fortement dans la gestion des tiers. Et ils sont partie prenante du framework de gestion de risque. Donc voilà, c'est plutôt la sécurité chez moi, si je devais préconiser quelque chose. Franck, Alors, que vous en pensez? Comment le choix a été fait, en fait, chez Fonds Finance? alors, comment le choix a été fait? On avait effectivement deux options qui sont à peu près les mêmes qu'a présenté Stéphane. Donc, une option qui était plutôt opérationnelle IT, et donc mettre ça dans la DSI et la transversalité, elle est plutôt effectivement à la main du RSSI qui porte aussi les enjeux de résilience IT, soit du côté métier, pour cette fois-ci teinter un petit peu plus l'implication de la direction métier sur ces enjeux-là, bien définir quelles sont les activités à risque, et là-dessus on a plutôt fait le choix de donner le lead au RPCA métier, qui est au secrétaire général et qui travaille avec les RISCOP métiers. Mais bon, en fait, on a une gouvernance à deux têtes et on reporte de manière conjointe et structurée, cohérente sur nos deux dispositifs. Merci à tous pour ces échanges. Il nous reste 20 minutes. Justement, on a beaucoup de questions, en fait, justement, dans le chat. Je vais en profiter pour justement vous poser quelques questions. Donc, la première, en fait, Stéphane parlait tout à l'heure aussi de proportionnalité. C'est vrai que c'est un terme qu'on trouve assez souvent dans le règlement. On parle de proportionner des mesures applicables aux entités, sont proportionnées à leur taille, à leur profil de risque global, ainsi qu'à leur nature, l'ampleur, la complexité des services, activités et opérations. Et Stéphane, vous disiez tout à l'heure justement que c'est pas un sujet, c'est pas un terme qui est facile à interpréter. Justement, comment, Stéphane, vous y êtes pris chez Axago pour aborder cette notion de proportionnalité? Alors, pour éviter qu'il y ait des interprétations locales, le sujet de proportionnalité est piloté par le groupe. C'est vrai que je pense que c'est une décision qui fait sens, hein, puisque c'est vrai que, de toute façon, cette phrase, alors je l'adore en anglais, hein, c'est Nature, Scale and Complexity, vous la trouvez dans tous les textes. À chaque fois que vous avez des frameworks qui sont émis, on parle toujours de prendre en compte la nature des activités. En tout cas, ce qui a été décidé au sein d'AXA, c'est de centraliser cette définition de la proportionnalité et son champ d'application. C'est-à-dire que c'est le groupe qui décide quel article est éligible au principe de proportionnalité, et les entités qui souhaitent l'appliquer doivent leur présenter le rationnel et justifier effectivement le pourquoi et le comment qui fait sens pour garder un certain niveau de cohérence. Donc c'est le groupe qui garde la main, qui identifie les articles éligibles. Ils ont décidé que ce n'était pas éligible sur l'ensemble des articles. Et chaque entité qui veut appliquer un principe de proportionnalité doit le présenter et le faire valider par le groupe. Franck, est-ce que vous avez vous voulez partager justement votre retour d'expérience sur l'interprétation de la proportionnalité chez Fonds Finance? Alors, la proportionnalité, j'irais même un peu plus loin.
les programmes de conformité se succèdent d'année en année. C'est une évolution qui est pilotée par de la conformité. Alors, il ne faut pas se perdre dans ce genre de dispositif et surtout pas perdre la finalité de ce qu'on est en train de faire. On peut beaucoup se disperser. Donc la finalité est importante, maintien en conditions de sécurité et maintien en conditions opérationnelles sur les systèmes d'information. Et ça comprend effectivement une capacité à 2 axes, la protection du dispositif, la qualité et la capacité à réagir. Et la réaction intègre cette fois-ci les métiers, puisque un système d'information qui est défaillant impacte directement les métiers, et les métiers ne vont pas se tourner les pouces, ils ont aussi des choses à faire. Là où dans les dispositifs de protection, c'est effectivement plus l'IT et le RSSI qui est à l'œuvre. Donc la finalité à garder en ligne de mire. J'aimerais vous faire parler aussi d'une autre notion qui est assez présente dans les textes, c'est la notion de fonction critique ou importante. Effectivement, cette notion, elle n'est pas du tout nouvelle, hein, on l'aborde déjà dans d'autres réglementations. Dans le droit, on précise, par exemple, que la stratégie de maîtrise des risques doit spécifiquement considérer, donc identifier les prestations supportant la fourniture de services soutenant des fonctions critiques ou importantes. Quels sont les critères en fait, que vous avez utilisés pour évaluer la criticité ou l'importance d'une prestation informatique? Est-ce que vous avez travaillé, comment vous avez travaillé sur ce sujet en fait? Peut-être Stéphane, est-ce que tu veux répondre, vous voulez répondre à cette question? La question porte sur la criticité des tiers, excusez-moi, ou la criticité de la fonction, parce que du coup, j'ai pas bien... criticité de la fonction, Oui. Donc, effectivement, ce sujet a été adressé au niveau du groupe par la résilience opérationnelle. Donc, l'objectif, c'était de se calquer sur ce qui existe déjà, hein, puisqu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait sur la résilience et donc la capacité pour les entités du groupe d'être résilientes à un certain nombre de scénarios qui sont définis, les attaques malware, etc., qui sont définis par le groupe en lui-même, hein, soutenu par un outil. La question qui s'est posée effectivement pour DORA, ça a été quand même... Alors même si vous dites que c'est pas nouveau, fonction quand même est quand même une notion un peu nouvelle quand même si ça a été repris par je ne sais plus quelle réglementation, il y a l'acronyme qui est partagé dans le texte, mais quand même il a fallu se poser des questions avec le juridique sur qu'est-ce qu'une fonction et être sûr que la description des activités des entités au niveau du groupe, puisque de nouveau en plus AXA la complexité c'est qu'on est aussi bien assureur qu'une activité bancaire que de l'asset management et voire même aussi des activités type AXA Partner de l'assistance automobile, etc. Donc on est vraiment sur un référentiel très divers en termes de fonctions. Et en fait, après, on a réappliqué les principes que l'on avait identifiés par rapport à des chiffres d'affaires, par rapport au nombre de clients desservis pour essayer de réaligner la notion de criticité sur les différentes fonctions qui avaient été identifiées déjà au préalable dans les activités de résilience opérationnelle. Ce que l'on s'aperçoit quand même a posteriori aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une diversité dans la cohérence d'une définition d'une fonction critique pour une entité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que certaines entités ont un nombre très important de fonctions critiques, d'autres entités qui font des activités un peu similaires sur de la vie ou sur de la non-vie ont un nombre de fonctions critiques moins importantes. Donc quand même, au niveau du groupe, il y a des questions qui se posent, c'est comment rendre ça cohérent et comment ça se fait que des entités, puisque le texte est peu exposé à ces contraintes liées au marché local, on est bien sur de la fonction ou sur de l'activité. Donc il y a une mise en cohérence qui est en cours d'être traitée au niveau du groupe pour être sûr qu'on a à peu près un ratio cohérent de fonctions critiques sur des entités qui sont à peu près semblables en termes de complexité et d'activité opérationnelle. Franck, côté Fonds Finance, est-ce que vous avez travaillé sur comment vous avez travaillé sur justement cette notion de fonction critique ou importante? Nous sommes repartis sur un existant réglementaire. Je parlais de l'arrêté de novembre 2014 qui définit déjà des activités cœur de banque, ça s'appelait comme ça auparavant. Donc ces notions sont bien évidemment reprises, hein, c'est pas une nouveauté. Et on a essayé de niveler un petit peu les choses avec
Premier niveau de criticité dans les activités, est-ce qu'il y a un risque systémique sur l'activité systémique française, sur l'activité globale du pays? La réponse sur nos activités, non. Le métier du crédit en tant que tel, si Franc Finance s'arrête demain, ça va plutôt pénaliser Franc Finance que l'activité globalement du pays. Le deuxième niveau, et là on a travaillé aussi sur une approche par les risques, ça a été d'évaluer les impacts. Les impacts pour nos clients. Est-ce que une activité expose nos clients d'une manière ou d'une autre? C'est la protection de la clientèle. Bien sûr, la fuite d'informations est un risque qui impacte les clients. L'arrêt de service peut-être un petit peu moins sur nos activités. Deuxième risque qui a été l'exposition de notre système d'information. Nous avons certaines activités qui sont, notamment celles qui sont externalisées, qui sont exposées à des risques tiers, qui ne sont pas dans notre SI directement. Et nous avons tous les mécanismes d'interconnexion de notre SI. Je vous parle des SI étendus aujourd'hui. Il y a des intercos dans tous les sens. Ces intercos, il faut les maîtriser, il faut évaluer le risque global sur ces interconnexions et les activités qui en dépendent. Et puis, ensuite, il y a des risques liés à nos partenaires directement. Certains partenaires sont plus à risque que d'autres, et comment on évalue ça? Ça dépend des métiers des activités qu'on leur confie, des données qu'on leur confie. Si vous confiez toute votre base de données à un partenaire, éventuellement un petit peu à risque aussi. En tout cas, il met à risque, il expose vos données, et donc il expose aussi un risque. Et ça dépend des activités. S'il y a des DITIC, si vous considérez que les DITIC, l'impression de documents est critique pour votre activité, le partenaire qui vous fait les impressions devient critique. C'est l'approche qui a été faite. Et on revient sur une problématique globale de référentiel et de mise en cohérence des couches de modèles qui sont globalement les modèles d'entreprise, d'architecture d'entreprise, la couche des métiers, la couche des applications. Il faut un référentiel des applications, il faut un référentiel des activités, et puis la couche des infrastructures qu'il faut aussi mettre en cohérence. Et il y a des activités techniques, opérationnelles, qui dépendent fortement de l'infrastructure, qui deviennent aussi des composants critiques. C'est ensemble qui est cohérent. Merci Franck. Du coup, j'aimerais juste un dernier point sur les textes. On a un certain nombre de normes techniques qui sont pas encore publiées. Entre guillemets, on a cette incertitude en fait justement d'un point de vue réglementaire. Comment vous abordez ce point? Comment vous anticipez? Comment vous travaillez sur justement avec des textes qui vont venir maintenant le deuxième batch qui est en juillet? Comment vous arrivez à anticiper? Comment vous abordez cette entre guillemets incertitude d'un point de vue réglementaire alors que vous êtes déjà pleinement lancé dans les programmes d'ORA? Si tu veux, ça veut comme tu veux. Je vais commencer, excuse-moi Franck. Donc, la bonne nouvelle, c'est que finalement, d'un point de vue référentiel technique, je ne suis pas sûr que les textes à venir soient les plus impactants d'un point de vue technique. Alors bien sûr, il y a toujours une technique liée au procurement technique, aux achats techniques liés au référentiel de risque, etc. Mais je pense que les textes les plus impactants ont été émis en version officielle à janvier 2024. Donc au moins sur l'incertitude des challenges techniques à adresser, je pense qu'elle est réduite. Par contre, ce qui reste à venir va impacter bien sûr la partie processus, mais je pense que les incertitudes ont été levées avec les textes émis en version finale à janvier. Alors, le groupe nous dit que entre la version finale et la version originale qui avait été émise en juin 2023, il y avait peu de changements, un tiers à peine, souvent du wording, mais ça reste quand même de l'incertitude. Donc, on a essayé de faire une approche agile. Alors, une fois que je vous ai dit ça,
je ne suis pas sûr que ça réponde exactement au point de comment gérer l'incertitude. En fait, on a géré l'incertitude en intégrant dans les exigences que l'on a à prendre en compte pour lancer des plans d'action au plus tôt. En fait, l'objectif, c'était de se dire, et c'est souvent un travers qu'on peut avoir dans les organisations, notamment en France, peut-être une approche très ingénieure, on a besoin d'attendre que l'ensemble des référentiels soient définis pour lancer des plans d'action. L'objectif, c'était d'avoir une approche un peu agile et de traiter que ce que l'on sait et ne pas attendre ce que l'on pourrait savoir. Et donc, ça a été de lancer des batchs de conformité, alors, qui peut apporter un coût complémentaire, parce qu'on est obligé de revenir plusieurs fois peut-être sur l'actif que l'on essaye de mettre en conformité, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé, d'autant plus que dans des groupes comme AXA, mais je pense que dans la plupart des entités, ça doit être la même chose chez Société Générale, c'est qu'à partir du moment où une exigence réglementaire est émise, elle doit être déjà analysée par les fonctions de groupe, donc groupe sécurité, groupe procurement, pour mettre en conformité déjà les standards du groupe applicables aux entités. Donc ça rajoute un délai de latence dans la capacité aux entités, des entités d'appliquer les réglementations. Mais en fait, on s'est calé sur une approche agile en se disant que l'on doit traiter ce que l'on sait et que l'on ne peut pas anticiper ce que l'on ne sait pas. Alors bien sûr, les versions draft donnent toujours des grandes tendances, mais les textes initiaux sont sont pas forcément très bien structurés pour être sûr que l'on comprenne ce qui est attendu sur le sujet adressé. Donc voilà, on fait une approche itérative. Franck, quel est votre avis sur ce sujet? Je partage ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire qu'à l'échelle du pilotage d'un groupe, il y a une latence, il y a un besoin de réécriture ou d'adaptation d'un certain nombre de standards à l'échelle groupe, et il y a un délai ensuite de transmission et d'exécution dans les entités. Sur la certitude en tant que telle des prochains textes qui peuvent arriver, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grandes nouveautés. On ne fait que réécrire des standards existants, de préciser des choses, mais qui globalement font du sens, et je dirais même du bon sens. Donc, je reviens à mon conseil de tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, maintien en conditions de sécurité, maintien en conditions opérationnelles, toujours des adaptations à faire, et ça fait déjà des années qu'on est embarqué dans des programmes de ce type-là. Chaque tournée de documentation, de réglementation ne fait que nous pousser un petit peu plus dans un dispositif, je dirais, plus qualitatif et plus auditable. Peut-être un peu plus lent. Une dernière question, en fait, plutôt pour se projeter. Vous êtes en phase de construction, donc ça on a compris. Selon vous, en fait, à quel degré de pourcentage vous pensez être conforme en janvier 2025? Est-ce que vous vous êtes déjà projeté? C'est une question de nos auditeurs, on se projette. Est-ce que vous êtes vous avez déjà commencé à travailler sur le run? Voilà. Quels sont les impacts organisationnels au niveau budget pour la phase de run? Est-ce que vous avez travaillé dessus à ce stade? Alors, Franck, peut-être je te laisse commencer. Comme tu veux, je peux... Sur la partie purement opérationnelle, effectivement, on a augmenté un petit peu notre part de run, notamment des ressources de pilotage d'un certain nombre de process, d'évolution de process, parce que ça génère de la charge, parce qu'il y a des activités récurrentes qui se mettent en place. L'exercitation qu'on faisait, l'exercitation de résilience que l'on faisait il y a 3 ans, ça ne va pas être la même qu'on va faire l'année prochaine. On augmente le périmètre, on augmente tout ça nécessite du pilotage, des ressources. Et notre enjeu, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas être un peu plus efficient, et certains dispositifs sur lesquels on prenait beaucoup de précautions, ok, on va en prendre un peu moins, parce que finalement, ça fait 3 ans que ça tourne, et on va réduire l'effort de préparation pour récupérer cet effort et le mettre sur des choses nouvelles. Voilà. Donc, c'est peut-être une prise de risque, finalement, mais c'est une prise de risque qui est correctement qui est maîtrisée quelque part, en se disant, ok, ça fait 3 fois qu'on réussit ce truc-là, on va économiser 100 jours de préparation, et ces 100 jours, on va faire autre chose avec. Donc voilà, il y a un petit jeu aussi, parce qu'on n'a pas des budgets limités. Donc oui, on prépare le run de cette manière-là, et pour objectif d'essayer de ne pas faire exploser ces coûts de run, bien sûr. Stéphane?
Pour les coups de run, donc nous, notre objectif, c'est d'avoir la vision claire et définitive pour septembre 2024, hein, puisque les exercices budgétaires sont à peu près sur octobre-novembre, donc on doit avoir une vision claire, effectivement, du coût projet dont on a besoin pour 2025, mais quand même de l'impact sur la BAU pour 2025 et suivant. Donc, je pense qu'on aura une vue un peu plus claire pour l'été 2024. Mais en termes d'opérationnalisation, notre objectif, c'est vraiment de se dire, alors forcément, je ne sais pas si un régulateur est connecté, donc on fera tout pour être conforme à janvier 2025, c'est sûr, hein, AXA fera tout nécessaire, mais c'est de se dire que, en tout cas d'un point de vue groupe operation, les processus sont mis à jour pour janvier 2025. Donc l'objectif, c'est de ne plus créer de nouveaux actifs ou de signer de nouveaux contrats qui ne seraient pas conformes, ou alors on appliquerait effectivement l'approche par les risques, en tout cas une formalisation des risques à janvier 2025. Donc c'est de ne plus remplir la stratégie, de ne plus remplir la baignoire à partir de janvier 2025. Et de se dire après, sur 1 an, 2 ans, comme ça a été fait pour GDPR, comment on va gérer le backlog, le stock de contrats ou le stock d'actifs pour lesquels on sait effectivement qu'on a des déviations potentielles aux exigences qui ont été identifiées, et comment on peut partager, si un régulateur vient vers nous, un plan structuré de mise en conformité de ce backlog à 2025, pourquoi pas 2026, donc avec le rationnel de proportionnalité, l'analyse par les risques, hein, bien sûr, à faire, mais c'est de se dire, voilà, les processus conformes à janvier 2025, après une stratégie de gestion de backlog à définir avec nos entités, puisque nous sommes un prestataire interne, mais là, avec un délai qui sera différent, parce que janvier 2025, avec un système d'information aussi complexe que celui d'AXA, que d'autres partenaires sur la place, c'est difficile. Donc, c'est vraiment une stratégie focalisée sur les processus. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre séance, donc, qui était vraiment passionnante. Peut-être un mot de la fin, Franck. Bonne fin. Ouais, je vous dirais globalement, négligez pas ce dispositif. La mise en place de DORA début 2025 sera mise peut-être un petit peu plus en force au travers de contrôle du régulateur. Donc, le temps de préparation qui nous reste, pour ceux qui n'ont pas commencé, il est temps de s'y mettre, mais le temps de préparation là, est important, c'est un temps qui est encore assez serein. Probable qu'ensuite, il y ait une mise sous contrainte un peu plus forte du régulateur. Il faut vraiment démarrer pour ceux qui n'ont pas démarré. Stéphane? En fait, ça a été adressé un peu par Franck tout à l'heure, mais je pense que ça reste une opportunité pour les entités pour rendre cohérent un certain nombre de processus qui pouvaient vivre les uns à côté des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on a des stratégies de résilience opérationnelle, on a un framework de gestion des risques, on a des frameworks très structurés sur la gestion des tiers. À un moment, c'est de se poser quand même la question de la résilience opérationnelle des activités qui nécessitent effectivement une mise en cohérence d'un certain nombre de référentiels qui préexistaient. Et je pense aussi que c'est une opportunité pour les entités, parce que je rejoins Franck, hein, les budgets ne sont pas extensibles, de se poser la question de ce que l'on a déjà comme référentiel, comme indicateur, comme reporting, et les rendre cohérents avec DORA pour en arrêter certains. Parce qu'on fait tous de l'ISO, on fait tous d'autres référentiels. À un moment, qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va utiliser comme référentiel interne qui peut couvrir un peu l'ensemble de ces exigences, puisqu'on ne peut pas avoir un reporting DORA, un reporting ISO 27000, un reporting résilience opérationnelle. Je pense que ça posera des questions sur la capacité de rationaliser un peu tous les reportings que l'on a au sein de certains groupes. Charles, un petit mot sur la fin? Oui, comme dit Franck et Stéphane, on a l'échéance est fixée à janvier 2025, donc c'est vrai qu'on a encore une petite marge, mais je dirais ne négligez pas DORA, puisqu'il faut vraiment démarrer maintenant, dans la mesure où il y a quand même des questions de fond que soulève DORA, et pour ça il faut vous faire accompagner et bien adresser les sujets de scope, donc avoir une bonne vision du cadre juridique qui s'applique à vous. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va driver après vos actions, et surtout être en capacité d'expliquer, je dirais, vos positions vis-à-vis du règlement DORA, puisque le scope est assez vague de la directive, et il est très important d'être au clair de ce à quoi vous êtes soumis et comment vous allez passer sur la phase d'applicabilité de DORA. Et je dirais que le régulateur va surtout regarder essentiellement ces aspects-là. L'autre point qu'a soulevé Stéphane, et je suis totalement en phase avec lui, c'est après derrière, DORA ne révolutionne pas le monde de l'IT, mais soulève des questions fondamentales de
qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez rajouter en plus pour être DORA compliant à la fin. Et je dirais sur ce volet-là, vous allez tomber sur des sujets structurants et peut-être clivants, hein, puisque les principales questions que tout le monde se pose à chaque fois, c'est quel est mon scope? Et pour répondre à ça, il est donc très important que vous ayez une vision claire de ce que vous demande DORA et une vision claire de vos objectifs et de ce que vous voulez mettre en place pour être conforme DORA, de manière à ce que les sujets qui se posent sur le scope soient, entre guillemets, taclés rapidement pour que vous puissiez avancer. Et l'autre point pour finir, c'est surtout, faites très attention, parce que dans DORA, dans le sujet de scope, on a le sujet de la profondeur, de la granularité, hein, qui s'adresse à la fois sur le référentiel IT, mais également sur votre référentiel ludique. Et il faut être capable de prendre des positions assez fortes, et je rejoins la remarque de Stéphane, qui était d'anticiper de manière à ce qu'on puisse avancer en fait sur ces sujets rapidement. Donc, typiquement, les questions que vous aurez, hein, c'est quelle est la granularité de l'information que je dois mettre dans mon référentiel d'ActiveTIC. Voilà, donc ça, évitez de tomber dans les débats d'experts qui veulent vous mettre toute une pléthore d'informations. Procédez de manière accurate en définissant des scopes qui sont déjà avec des niveaux sur lesquels vous êtes capable d'avoir l'information, sans pour autant aller à des niveaux de détail trop fins. Ensuite, pareil, sur le référentiel des tiers, c'est assurez-vous d'avoir déjà une vision exhaustive des contrats et de vos fournisseurs de services et des services qu'ils proposent aussi à vos métiers. Parce que souvent, on a une vision contractuelle, mais on ne se rend pas compte de tous les services que fournissent un fournisseur au travers d'un groupe. Et je dirais que ça, c'est très structurant pour les sujets qui vont être liés à des problématiques de concentration de risque, à quel niveau vous positionnez le curseur, au niveau du groupe, au niveau de l'entité, et comment vous partagez l'information. Et enfin, le dernier point pour terminer, c'est le point qu'a soulevé Stéphane Seillot, c'est l'opérationnalisation, et également Franck, qui est ne négligez pas ce point. Il faut tout de suite se mettre en condition de comment je vais opérationnaliser DORA. Et pour ça, ça veut dire avoir des discussions dans le cadre d'un groupe avec des entités pour définir les rôles et responsabilités de chacun, et aussi le périmètre des attentes de chacun vis-à-vis de DORA. Donc typiquement, ce que vous allez leur remettre à la fin en termes de preuves, d'évidence, de mise en conformité DORA au regard des services que vous leur donnez. Et cette cohérence-là, elle doit être mise en articulation avec, bien sûr, les fonctions critiques et importantes qu'auront défini le métier. Et je dirais cette colonne vertébrale qui part des exigences métiers au travers des fonctions critiques et importantes et le registre d'information et la partie gestion d'éthique, elle est très importante à articuler. Donc, ces thématiques-là sont très difficiles à tacler et il faut que vous ayez mis en place les ressources et les moyens en face de manière à donner cette cohérence. Voilà. Merci beaucoup Franck, Stéphane et Charles pour votre retour d'expérience sur le sujet DORA. Donc, merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. Donc, vous aurez la possibilité de retrouver ce webinaire en replay dès demain. Et un grand merci à tous et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Bonne journée, au revoir.